Salut à toutes et à tous, bienvenue à Montpellier. Nous sommes devant le bâtiment Capoméga qui héberge le BIC, le Business Innovation Center de Montpellier, qui fait partie tout simplement des 10 meilleurs incubateurs au monde. Et c'est Catherine Pommier, la directrice, qui va nous présenter ce BIC. C'est parti. Nous sommes en compagnie de Catherine Pommier, qui est la directrice du BIC de Montpellier. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors déjà, on va retracer un petit peu l'historique du BIC de Montpellier, et aussi dire que le BIC de Montpellier, c'est Business Innovation Center, le centre d'innovation d'affaires, on va dire, ici à Montpellier. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus par rapport à cet historique justement ? Alors effectivement, le BIC, c'est une initiative qui date d'il y a 29 ans maintenant, puisque la création de la structure d'origine date de 1987. Et c'était Georges Frêche à l'époque qui avait la vision de faire de Montpellier une terre propice à l'innovation, une terre d'excellence. Et voilà, le constat étant que nous avions peu d'industrie sur le bassin montpelliérain, mais des universités et des laboratoires de recherche de renommée mondiale. Et donc voilà, l'idée c'était de transformer cette matière grise en économie. Et donc nous avons fait partie des premiers BIC créés en France. Donc nous sommes parmi les pionniers créés en France, sachant que BIC c'est un label européen. Il y a 150 BIC en Europe, une trentaine en France, et nous avons fait partie de la première génération de BIC en France. Donc on a un vrai historique, un vrai savoir-faire sur l'accompagnement de start-up, puisque notre vocation c'est de détecter des projets innovants et de vérifier qu'on peut en faire une start-up à potentiel, et d'accompagner les premières étapes, les 5 premières années de développement de la start-up sur le territoire pour structurer économiquement le territoire. Donc alors le BIC est né à l'époque du Minitel, à l'époque où il n'y avait pas encore téléphone portable et tout ça. Donc c'est vraiment effectivement Georges Frêche qui a été vraiment le visionnaire, pas seulement en matière d'innovation et numérique, mais aussi en matière d'urbanisme. Et c'est vrai. Alors comment avez-vous réussi à trouver votre place justement dans un écosystème avant-gardiste, puisque on ne parlait pas encore de numérique il y a 30 ans? Alors effectivement, on n'était pas forcément à l'époque sur des activités purement numériques, même si l'édition de logiciels historiquement à Montpellier a toujours été importante, puisque ça s'est fait concomitamment avec l'arrivée de IBM qui s'installe à Montpellier, puis Dell. Et donc effectivement, cet écosystème petit à petit s'est structuré largement autour du numérique, mais pas que. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la biotech et de la santé, dans les énergies renouvelables, et petit à petit le BIC s'est structuré autour de l'activité digitale, parce qu'effectivement les leviers d'innovation aujourd'hui sont largement tournés sur l'économie digitale, mais sur les quelques 150 startups qui sont actuellement incubées au BIC, on va en avoir près de 60% sur le digital, le reste sur des activités de cleantech ou de biotech. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les chiffres marquants du BIC pendant ces 30 dernières années, s'il vous plaît ? Effectivement, on a accompagné plus de 600 startups. On fait partie aujourd'hui des plus grosses structures en France d'accompagnement. Et si on reprend sur l'historique, ce qui a fait que le BIC a atteint la taille qu'on a aujourd'hui, c'est une stabilité dans le temps du support en fait de la collectivité, de la métropole aujourd'hui, mais toutes les collectivités, districts, etc., qui se sont succédées ont toujours fortement soutenu cette politique d'innovation. Et donc cette stabilité dans le temps fait qu'on est un acteur historique qui n'a fait que se développer en agrégeant autour toutes les nouvelles initiatives qu'on pouvait avoir autour de l'accompagnement de start-up, parce que c'est pas les dispositifs d'accompagnement qui manquent aujourd'hui. Mais on est toujours resté à la pointe de l'accompagnement, et on est toujours resté un acteur très présent sur le bassin montpelliérain en matière de start-up.
Le BIC a évolué aussi puisqu'il y a plusieurs bâtiments justement au sein même du BIC. Le site historique, donc, qui est au nord de Montpellier, à côté des universités, justement, qui est Cap Alpha, a été créé en 1987, mais c'est rapidement devenu trop petit, puisqu'il était structuré pour une vingtaine de sociétés, et on avait la moitié des sociétés qu'on ne pouvait pas héberger dans le bâtiment. Donc en 2004, on a ouvert celui-ci, le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, qui s'appelle Cap Omega, et du coup ça nous a permis de dédier les bâtiments aux activités. Donc Cap Alpha aujourd'hui héberge plutôt des activités clean tech et biotech, puisqu'il y a des laboratoires et des ateliers. Et Cap Omega est dédié aux activités du numérique, puisqu'on a du très haut débit et des équipements infrastructures numériques assez élevés, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une cinquantaine de startups hébergées dans Cap Omega dans le domaine du numérique, une vingtaine à Cap Alpha. Et puis on a ouvert un dernier bâtiment en 2011 qui s'appelle le MIBI, qui est lui complètement dédié à l'international, puisqu'il accueille des startups étrangères et il accueille des entreprises françaises, mais qui font plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et le but étant de structurer une offre d'accompagnement dédiée à ces entreprises étrangères qui veulent se déployer sur le marché français, et d'aider les entreprises françaises à s'internationaliser davantage. D'accord. Ce qui nous amène à l'époque actuelle, on a fait donc cet historique en accéléré, l'économie numérique maintenant en France, avec l'émergence de ce fameux label French Tech. Comment l'avez-vous vécu ? Alors effectivement, quand on a entendu parler du label French Tech et qu'on a lu le cahier des charges, on s'est dit mais c'est nous. C'est forcément nous, puisque l'écosystème existait, il était très présent, très dynamique, peu visible du national, assez visible de l'international parce qu'on a beaucoup de connexions avec l'international. Moi-même, je fais partie du board de l'Association mondiale de l'incubation INBAE, et donc on est très connecté à l'international, on est très reconnu à l'international, mais en France, personne ne connaissait Montpellier, et dans l'esprit des gens, Montpellier c'était les vacances au soleil à la plage, le vin qui commence à être un peu connu, mais la start-up depuis Paris c'était pas réputé pour la start-up. Et nous, quand on a lu le cahier des charges du label French Tech, on s'est dit mais on a toutes les composantes pour être labellisé. Et donc on a fait le choix de candidater. Tout l'écosystème s'est mobilisé pour obtenir ce label, et c'est vrai que l'obtention de ce label, c'est une vraie reconnaissance de la start-up, enfin pas que de la start-up d'ailleurs, de la composante, savoir-faire, de la composante numérique et technologique des entreprises. Donc on vient de retracer un peu l'historique en accéléré du BIC. Maintenant on va se projeter sur la période actuelle avec ce fameux label French Tech. Comment avez-vous vécu l'émergence et la création de ce label ? Alors déjà on était ravis d'avoir été parmi les premiers labellisés, parmi les 8 métropoles French Tech labellisées en France. Et puis nous ce qu'on voit, c'est qu'il y a une émulation, du coup il y a un vrai sentiment d'appartenance qui était déjà existant mais qui ne fait que s'amplifier. Et ce qui est magique avec le label French Tech, c'est que ça a libéré les énergies, puisqu'avant on portait nous beaucoup d'actions en direct, mais là aujourd'hui il y a énormément d'initiatives qui sont portées par différents acteurs, les grands groupes qui s'impliquent énormément dans des actions en faveur des startups, dans le rapprochement avec les startups, et les startups elles-mêmes qui imaginent et conçoivent des actions pour leur propre développement. Donc on se rend bien compte de l'effet accélérateur que ça peut apporter sur l'ensemble de l'écosystème, puisque ça tire en fait des émulations d'idées, de nouvelles actions, de nouvelles initiatives, et c'est très dynamisant pour le territoire. Donc aujourd'hui, au niveau et en même temps, ça stimule aussi l'esprit d'entreprendre, parce que la jeune génération est très très entreprenante, et le fait de se sentir dans un écosystème labellisé ne fait que conforter leur envie de s'installer ou d'installer leur start-up sur le territoire. En plus, l'année 2016 a démarré sur les chapeaux de roue avec le fameux CES de Las Vegas, qui est un peu la Mecque pour les startups. La France, c'était le deuxième pays représenté au monde, juste derrière les États-Unis, avec 190 startups, si je ne me trompe pas. Là aussi, on voit vraiment qu'il y a un réel impact et que ce label n'est pas uniquement un outil marketing. Il y a une réelle traction derrière. Alors,
Ce label, il a le mérite effectivement de faire prendre conscience aux entrepreneurs français, aux start-upers français, qu'ils ont une vraie valeur et qu'ils ont une vocation à s'internationaliser, qu'eux aussi peuvent faire leur place dans l'écosystème mondial de l'innovation. Et en fait, ça a un effet, je dirais, stimulant dans l'esprit d'entreprise, comme je le disais, mais ça donne confiance aux entrepreneurs français dans le fait qu'ils ont une vraie capacité à jouer leur place et à devenir des acteurs majeurs au niveau mondial. Nous avons un slogan en quelque sorte au sein de French Digital TV, c'est aidez-nous à faire du sud de la France la Silicon Valley de l'Europe. Et ensemble, c'est possible. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Moi, je suis tout à fait dans l'esprit collaboratif. Je pense qu'il faut, et on a toujours travaillé comme ça au BIC, on regarde ce qui est bien pour la boîte et ce qui fait grossir la boîte. Et à partir du moment où on est tous sur cet objectif-là, toutes les personnes qui peuvent amener une valeur ajoutée à un moment donné sur un projet de start-up fait qu'on sera forcément beaucoup plus fort à terme. Et ça nécessite de travailler en collaboration. On est bon dans certains domaines, on n'est pas forcément dans tout, donc il faut arriver à agréger autour de la start-up l'ensemble des composantes qui vont faire qu'elle va se développer le plus vite possible et le mieux possible. Donc plus on travaillera de manière collaborative pour répondre à votre question, et plus on aura une taille critique également en termes d'acteurs, et plus on arrivera à faire la Silicon Valley française dans le sud de la France. Et aussi, pourquoi pas européenne, hein, puisque c'est vrai qu'on a eu 190 startups à Las Vegas, on peut aussi être un vecteur justement pour toute l'Europe entière et se dire il y a aussi un lifestyle, c'est-à-dire qu'il y a une qualité de vie aussi qui colle un peu à la Silicon Valley américaine, où il y a eu justement cette qualité de vie qui a permis aussi aux startups américaines de bien s'implanter et de bien grandir dans cette localité. Effectivement, la qualité de vie dans le sud de la France est primordiale, puisqu'on est totalement dans l'esprit de la jeune génération qui veut allier ambition professionnelle et qualité de vie. Donc on a tous les atouts pour ça dans le sud de la France. Moi je suis convaincue que dans les années à venir, même dans les modes de pensée, dans les modes de fonctionnement de la génération, de plus en plus l'entrepreneuriat, la start-up sera un vecteur d'insertion professionnelle, en tout cas de projet de vie pour la jeune génération. Donc je suis convaincue que ça ne peut faire que s'amplifier. Et je suis très optimiste pour le futur. Après, effectivement, à nous de structurer les outils et les financements aussi, parce que sans financement on ne fait rien, pour permettre d'arriver à ce seuil et d'atteindre ce seuil. Mais nous, on s'est mis en ordre de marche pour être en capacité d'accompagner encore plus de startups que ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord, donc vous avez à peu près 150 startups à l'heure actuelle dans le portefeuille, actuellement dans l'incubateur, on a 150, et je pense que dans les prochaines années, 5 prochaines années, il faut qu'on soit capable d'en avoir 200. D'accord. Minimum. Okay. Voilà. Mais il faut qu'on se mette en ordre de marche pour en avoir 200. Bon, parfait. Voilà. Mais on reviendra vous voir régulièrement dans French Digital TV pour faire un point justement sur cette évolution. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.